Hey, salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous les haters. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo originale, tout d'abord parce que elle est tournée dans ce décor qui n'est pas fini. On peut d'ailleurs voir derrière moi que j'ai à peine fini de poser le parquet dans cette pièce. Il n'y a même pas des plaintes, il n'y a pas de vitrification, enfin, j'ai encore beaucoup d'heures à m'amuser. Mais surtout, c'est une vidéo qui a failli ne jamais avoir lieu. En effet, depuis quelques mois, je prépare une sorte de cycle sur les théories de la conspiration en lien avec la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie luciférienne? Albert Pike, banadisme et franc-maçonnerie? La vampirisation de la franc-maçonnerie par les Illuminati? Ouais, je travaille de plus en plus sur mes titres vidéo, mais pendant jeu d'acteur. Or, il se trouve que le professeur d'histoire Pierre-Yves Beaurepaire sort ce mois-ci un livre sur les Illuminati aux éditions Talendier qui s'appelle « Les Illuminati de la société secrète aux théories du complot » que vous pouvez réserver dès à présent chez votre libraire. Tous les deux nous connaissant, je lui ai demandé, avec respect et humilité, s'il était d'accord que nous faisions une conférence en ligne sur le sujet afin qu'elle soit ensuite rediffusée sur la chaîne. Parce que c'est un historien avec un H majuscule, il a eu la gentillesse d'accepter. Nous avons donc fait cette conférence sur le Discord Masonica et je tiens d'ailleurs à remercier les administrateurs pour leur accueil. Mais au moment de récupérer le fichier de la conférence, disparu. Je vous jure, c'est vrai. On fait une conférence passionnante d'1 h 30. 1 h 30. Et le fichier disparaît. C'est un complot? Non, en fait, c'est pas un complot, c'est que la boîte qui gère le plugin d'enregistrement Craig, coucou Craig, les gens de chez Craig avaient, et je les cite, besoin de l'espace disque. Je vous jure que c'est vrai. Ils ont supprimé parce qu'ils avaient besoin de l'espace sur leur serveur. Il nous a fallu donc refaire la conférence à deux en reposant les questions et en refaisant les réponses. Mais cette fois, j'avais assuré mes arrières, un ordinateur principal, un ordinateur de secours, 2 ordinateurs, 2 enregistrements, la réunion débute, et au bout de 35 minutes, l'ordinateur de secours s'éteint. Je vous jure, je ne sais pas pourquoi. J'ai donc dit ok, on stoppe l'enregistrement et on vérifie la qualité sur le premier ordi. Que des grésillements! Voici donc la 3e tentative de captation de cet entretien super intéressant avec Pierre-Yves Beaurepaire sur les Illuminati, à l'occasion de la sortie de son livre aux éditions Talendier, où on va parler du passage de l'histoire au mythe. Mais je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Vous êtes déjà plus de 2800 au moment où je publie cette vidéo, alors que ça fait qu'1 an qu'on est ensemble. Je trouve que c'est dingue. Chaque jour, il y a des abonnés. Oui, chaque jour. Vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche pour être informé de toutes les vidéos que je sors sur la franc-maçonnerie, tous les 1er et 3e dimanches de chaque mois. Merci. Pourquoi j'ai tant insisté pour faire cette vidéo, en tout cas avec lui? Eh bien parce que son livre est super intéressant, comme je l'ai déjà dit. J'ai eu la chance de pouvoir consulter ses dernières épreuves et j'ai appris plein de trucs sur le sujet. C'est impressionnant. Non, parce que c'est vrai, les Illuminati, ça a duré quoi? Moins de 10 ans en Bavière, de 1776 à 1785? Et on en parle encore 246 ans plus tard. On est passé de l'histoire au mythe et à la théorie du complot. Pierre-Yves Beaurepaire est professeur d'histoire moderne à l'Université Côte d'Azur, membre senior de l'Institut universitaire de France. Il travaille sur l'histoire culturelle à l'époque des Lumières, par le biais de ce qu'on appelle les égo-documents, en étudiant les réseaux de sociabilité, notamment dans la zone méditerranéenne. Actuellement, il travaille à une histoire transnationale, à l'époque des Lumières, avec l'Institut universitaire de France, mais aussi à modéliser les circulations scientifiques à cette période, et étudier les correspondances et réseaux consulaires en Méditerranée au XVIIIe, XIXe siècle. Également à noter une étude en cours des correspondances de Jacques Pérard, Joseph Uriot et Jean-José de Missy. Moi non plus, je ne savais pas qui c'est avant d'aller chercher sur Wikipédia. Je suis désolé. Alors, clairement, lorsque j'ai partagé la fiche de la conférence en ligne, j'ai eu des réactions de personnes totalement convaincues que les Illuminati existaient et que beaucoup étaient francs-maçons. Amusé en tant que passionné d'histoire qui a un peu bossé le sujet, j'ai voulu jouer un peu aussi en plaisantant pour voir jusqu'où pouvait aller le fantasme actuel sur cette légende complotiste. J'ai pas été déçu. J'ai ainsi pu voir concrètement la nécessité au XXIe siècle de sortir encore des livres historiques factuels pour démonter les fantasmes et les croyances complotistes.
Donc, plutôt que de commencer par la traditionnelle question de savoir pourquoi faire un livre sur les Illuminati, vu que Pierre-Yves est un historien des sociabilités, j'allais plutôt commencer par savoir, première question, quels sont les groupes sociaux que l'on peut ranger sous le terme Illuminati à sa fondation et à travers l'histoire? Et d'ailleurs, est-ce le bon terme Illuminati? C'est une très bonne question de réfléchir aux origines du nom de cette société secrète et surtout ses développements ultérieurs. Et ça, c'est propre à toutes les sociétés secrètes ou tous les ordres secrets. Souvent, le terme est important parce que le nom est rarement celui qui se sont choisis, mais souvent celui sous lequel il est passé, où ils sont passés à la postérité. Et c'est souvent, comment dire, de manière négative par rapport à ceux qui les ont dénoncés, et rarement le nom qui se sont choisis. Ben là, on en a un très bon exemple, parce que le fondateur, donc Adam Weishaupt, hein, qui est un professeur d'Ingolstadt en Bavière, le fondateur de la société, a longtemps lui-même hésité sur le nom qu'il voulait donner à son projet. Il a pensé à l'ordre des abeilles, il a pensé aussi à une société donc de sagesse pour l'humanité. Il a vraiment hésité longtemps et puis finalement, il a choisi, en référence aux Lumières, hein, mais aussi à la dimension de processus de libération, qui est vraiment quelque chose d'important pour lui, puisque la preuve, il choisit comme nom d'ordre Spartacus, donc il est bien dans une logique de rupture. Euh, il a choisi donc le terme d'Illuminaten, qui est de l'allemand, et c'est pour ça que dans le livre, puisque je fais la part égale entre la vérité historique, si on veut, l'histoire, et le mythe, à un moment donné, le mythe est beaucoup plus important que l'histoire, parce que l'histoire de l'ordre dure une dizaine d'années, avec ses développements ultérieurs, disons une quinzaine d'années, c'est très bref. Et le mythe, lui, court jusqu'à aujourd'hui compris, avec des millions de références sur Internet, etc. Des enquêtes dont je parle dans le livre qui montrent qu'aujourd'hui, on a une fraction significative de la population occidentale française, et c'est plus vaste encore à l'échelle du monde, qui croient que les Illuminati font partie de ceux qui dirigent secrètement le monde. Donc, à un moment donné, le mythe a été beaucoup plus fort que l'histoire et a pris le dessus. Mais à l'origine, donc, le nom, c'est Illuminaten. C'est pour ça que quand je parle de l'histoire dans le livre, je choisis Illuminaten. Et quand je parle du mythe, puisqu'il a deux apparitions à peu près simultanées en 1797. On peut le dater très précisément. D'un côté, en langue anglaise, on utilise la forme latine, on va parler des Illuminati, c'est celle qui s'est imposée à l'échelle du monde aujourd'hui. Hein. Et en France, on parle par référence à l'origine géographique des Illuminés de Bavière, hein, notamment sous la plume de l'abbé Baruel, qui est celui qui a le plus fait avec son pendant anglais, enfin britannique, John Robinson, qui est écossais, mais qui a publié et, très largement en Angleterre, tout simplement pour que, eh bien, on ait la version mythe, si vous voulez, de l'histoire. Donc, Illuminaten, Illuminati, Illuminati Bavière. Voilà, et on est très très loin de l'ordre des abeilles ou la société de sagesse pour l'humanité. Alors ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que le projet du père fondateur s'inscrit vraiment dans la dynamique des Lumières, hein, de ce qu'on appelle l'Aufklärung en allemand, puisque c'est un jeune professeur à l'université d'Ingolstadt, et ce n'est pas du tout un hasard hein, si ça se produit en Bavière, parce que la Bavière était la citadelle de la contre-réforme catholique, la citadelle des Jésuites au siècle précédent, au XVIIe siècle, qui était meurtrier en Allemagne parce qu'il y avait ce qu'on appelle la confessionnalisation, une opposition très virulente entre catholiques et protestants. Et il fait partie de ceux qui, dans les années 60 et 70 du XVIIIe siècle, veulent se libérer de la tutelle des Jésuites, alors même qu'ils ont souvent été leurs élèves.
Et ça, c'est un mouvement qui n'est pas propre à l'Allemagne, hein, qu'on a aussi en France, au Portugal, ailleurs. On veut se libérer, hein, du contrôle des jésuites sur l'éducation, sur la formation des élites, etc. Et lui, comme il est au cœur d'une citadelle jésuite, le combat est tout particulièrement important. Et il y aura de très nombreux illuminateurs en pays catholique, parce qu'il y en a aussi en pays protestant, qui seront en fait soit des anciens novices des jésuites, soit des jésuites eux-mêmes, soit et surtout des anciens élèves des jésuites qui veulent se libérer de ce carcan-là. Donc la dimension lumière, la dimension éducative est extrêmement présente. On peut même ajouter que ce qui les fascine, et ça c'est caractéristique du XVIIIe siècle aussi, c'est les cultes à mystère de l'Antiquité, hein, notamment Éleusis, et du coup, toute la référence géographique et mythique des Illuminateurs, c'est à propos d'Athènes, Éleusis, l'Achaïe, et de très nombreuses références antiques, jusqu'à dans la symbolique même de l'ordre, hein, puisque la chouette de Minerve, c'est la chouette d'Athéna. Donc ça, c'est très, très important. Et toute la première classe de l'ordre, puisqu'il va diviser en 3 classes, hein, la première classe de l'ordre est autour, hein, d'un noviciat qui doit permettre progressivement à celui dont on a détecté les capacités, etc., le fait qu'il sera un bon membre des Illuminateurs, de faire son entrée avant de parachever son initiation avec ses petits et grands mystères, hein, c'est le terme qu'emploie le fondateur, dans la 3e classe. Et ça, c'est vraiment caractéristique de cette fascination du XVIIIe siècle pour les cultes à mystère de l'Antiquité. Voilà. Alors, bien sûr, Éleusis, donc la Grèce, mais ça peut être aussi les cultes orphiques, ça peut être aussi la fascination pour l'Égypte, à la fois pharaonique et mythologique. Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très présent, caractéristique de cette époque-là. Mais, pour autant, on veut aussi être en phase avec on veut être aussi en phase avec les attentes du moment. Donc, on voit dans les livres qui sont recommandés aux Illuminateurs pour se former, d'abord, c'est agencé entre chaque classe, là aussi. On a des livres classiques, mais aussi on a des livres particulièrement sulfureux, ceux qui relèvent en fait des lumières radicales, qui parfois tutoient l'athéisme, qui est quand même ultra minoritaire au XVIIIe siècle. Donc, on a vraiment voilà, toute une sorte de panoplie des tendances et des orientations du XVIIIe siècle, du siècle des Lumières, et ça, c'est caractéristique de ce mouvement-là. Deuxième question. Comment sont nés justement les Illuminateurs de Gotha et quels étaient les buts de ce groupe au départ? Est-ce que c'est un groupe politique qui s'est servi de la franc-maçonnerie pour essaimer ses idées ou l'inverse? Alors, la question de la naissance des Illuminateurs, que moi je préfère appeler donc d'Ingolstadt ou de Bavière que de Gotha, parce que Gotha, ils s'y réfugieront quand l'ordre sera attaqué à partir de 1785, puisque le duc de Gotha-Altenbourg est lui-même membre des Illuminateurs et les protège. Hein. Il faut bien imaginer que l'espace germanique à l'époque, c'est plus de 300 États, donc c'est une mosaïque, et bien évidemment, on peut toujours jouer des frontières internes, du soutien d'un prince alors que l'autre, comme en Bavière, se met à critiquer, dénoncer, interdire l'ordre en 1785. Et bien évidemment, on peut jouer de ça. C'est pour ça que Weishaupt va mourir beaucoup plus tard. Il meurt en 1830, réfugié effectivement à Gotha, où il a pu continuer à publier, écrire, se défendre, etc., pendant des décennies sans être inquiété. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait important. Alors, l'origine de ce groupe est très modeste, puisque, comme il est dans un projet éducatif, eh bien, Weishaupt recrute des étudiants à lui, des proches, et c'est une poignée de membres. Et même s'il a voulu complètement rompre avec les jésuites, il est encore dans cette logique éducative, puisqu'on parle quand même de noviciat et de novice pour la première classe. Lui-même
se pense comme le général à la tête de l'ordre, exactement ce qu'on trouve dans la compagnie de Jésus. Donc, c'est assez à la fois ambigu et révélateur de ce qui était l'origine. Mais en même temps, il se rend bien compte que son ordre n'arrive pas à décoller en 76, précisément parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui existent à ce moment-là. La concurrence est très vive et ce n'est pas parce que vous êtes fasciné par les cultes antiques, l'éducation et une volonté de s'émanciper par la lumière que vous arrivez à vous distinguer. Donc, celui qui va jouer un rôle très important dans ce cadre-là et qui va faire monter en puissance les Illuminati très rapidement se nomme Knigge, K-N-I-2-G-E, mais surtout connu pour un ouvrage de, pas seulement de modernité, mais comment se conduire dans le monde, etc. C'est un aristocrate, c'est un franc-maçon convaincu, très actif à cette époque-là, ce que n'est pas Weishaupt, il faut le rappeler. Weishaupt devient franc-maçon en 76, l'année où il crée son ordre, mais il a toujours considéré que son ordre était beaucoup plus intéressant que la franc-maçonnerie, et il l'a considéré de manière un peu condescendante. Knigge, pas du tout. Knigge a bien compris que la franc-maçonnerie a un succès exceptionnel au XVIIIe siècle, dans toute l'Europe, dans l'espace germanique notamment, des milliers de membres, des centaines de loges, et surtout une sorte de vivier. C'est-à-dire que lui, il pense en termes de recrutement, de ressources humaines, etc. Ça voulait former des jeunes étudiants, mais qui pourrait peser sur la décision politique, sociale, etc., des décennies plus tard, alors que Knigge dit, dans les loges, il y a déjà des centaines de membres qui ont des positions sociales, politiques, économiques, culturelles importantes. Et si nous les considérons, ces loges, comme des viviers, nous pouvons recruter dans ces loges une sorte de préfiltre, si vous voulez, celles des loges, puisqu'il y a des loges qui passeront intégralement sous le contrôle des Illuminati, parfois sans même le savoir, c'est le principe même d'une société secrète, ou alors individuellement, des personnes qui, dans ces loges, seront recrutées au sein des Illuminati. Et donc, lui crée une deuxième classe, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de la première et de la troisième, qui sont pensées par Weishaupt, mais Knigge, lui, sa marque de fabrique, c'est la deuxième classe. Et il ne va pas du tout s'embarrasser de principe, il va l'appeler Freimaurerei, franc-maçonnerie. Et dedans, on va avoir une maçonnerie de 3 grades, une simili-maçonnerie de 3 grades, puis des grades écossais, etc. L'idée, c'est de permettre à tous ceux qui vont être recrutés de s'y trouver à l'aise, et y compris parfois de ne même pas se rendre compte qu'ils sont dans autre chose qu'une loge maçonnique classique. Et comme c'est l'époque de la crise de la stricte observance templière, Knigge considère qu'on peut faire main basse sur la stricte observance, et bien évidemment, ses ressources, c'est-à-dire des dizaines de loges, de nombreux frères, etc., etc. Et ça marche très, très bien, puisqu'en quelques mois, il va réussir à recruter des centaines de membres. Donc, on est passé de quelques membres, le tout petit cénacle autour de Weishaupt, à plusieurs centaines de membres. Donc ça, c'est une vraie réussite. Et bien évidemment, ça va donner une autre dimension à cet ordre-là, parce qu'il faut ensuite le structurer, l'organiser, préparer des cahiers de grades, des catéchismes. Et comme c'est quelque chose qui a intéressé relativement peu Weishaupt, on a souvent dans la correspondance, parce qu'on a édité la correspondance des Illuminaten, on a en allemand un Ordnungsgemacht pas encore fait. C'est-à-dire que parfois, on a créé des grades, des degrés, mais on n'a même pas fait le cahier qui va avec. Voilà. Donc, Knigge, c'est celui qui va organiser cette montée en puissance de l'ordre, et ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, quand l'ordre sera attaqué en 1784-85, interdit en Bavière, eh bien, il y a une troisième figure qui s'appelle Bode, qui va jouer un rôle très important parce que c'est lui qui va être en gros le sauveteur de l'ordre pendant la décennie qui suit, parce que c'est un membre des Illuminati convaincu, c'est un franc-maçon convaincu, c'est une figure extrêmement attachante, je vais en parler dans un instant, et lui décide bien de relever le défi de la persécution, et d'essayer de redéployer l'ordre, de le sauver des attaques qui pèsent contre lui.
Troisième question, une question très courte, mais qui attend une réponse très longue. Jusqu'où les Illuminaten se sont répandus réellement en dehors de Bavière? Alors, la question de savoir jusqu'où les Illuminati sont allés au-delà de Bavière, c'est un des aspects qui m'a le plus intéressé en préparant cet ouvrage-là. Parce que bien évidemment, l'expansion d'une société secrète au-delà de son noyau originel, son implantation un peu partout en Europe, voire dans le monde, vous comprenez bien que ça a été ensuite instrumentalisé, quand ils le savaient, par les détracteurs des Illuminati, donc ceux qui pensaient en termes d'Illuminati ou d'Illuminati Bavière, pour montrer, regardez, tel un cancer qui métastase, ils sont partout, hein, et partout, ils essayent de fomenter des révolutions, puisqu'on pense nous toujours à la Révolution française de 89, mais il faut bien penser qu'on est dans ce qu'on appelle les révolutions atlantiques, qui se déchaînent à travers le continent européen et l'espace atlantique des années 1770 aux années 1830. C'est vraiment un phénomène global, et bien évidemment, ça a été très utile pour les ennemis des Illuminati de montrer qu'effectivement, l'ordre s'est développé hors de Bavière. Alors, il y a le premier aspect, c'est que l'expansion est européenne. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, au XVIIIe siècle, on voyage beaucoup, on circule, notamment quand les francs-maçons sont en nombre significatif au sein des Illuminati, eh bien, ils aussi voyagent, circulent, visitent les loges, etc. Mais aussi et surtout parce que Baudeux, celui dont je viens de parler il y a un instant, Johann Joachim Christoph Baudeux, est quelqu'un qui, quand la franc-maçonnerie survit, mais, hein, voire se développe encore, mais que les Illuminati sont stigmatisés par les autorités bavaroises comme une société secrète, conspirationniste, etc., il se rend compte qu'à la manière de la franc-maçonnerie, on peut essayer d'essaimer hors de Bavière pour se maintenir. Et ça, il va se dévouer à cela corps et âme à partir du milieu des années 1780, et ça va bien marcher, même si on n'est plus dans des recrutements massifs, on a des recrutements beaucoup plus sélectifs pour une raison très simple. On est passé d'un ordre secret, une société secrète, à une société qui est désormais clouée au pilori, dénoncée, dont on publie les archives, on publie les listes de membres pour les dénoncer. C'est très moderne, hein, les procédures policières et judiciaires mises en avant par les autorités bavaroises contre les Illuminati. Donc, il faut désormais avoir plutôt des noyaux secrets, des cellules secrètes qui vont être là pour que s'installer le temps que l'orage passe et voir si ensuite on peut se redéployer avec des effectifs beaucoup plus importants. Alors, il y a plusieurs initiatives qui sont prises. Baudeux lui-même va à Strasbourg, puis à Paris. Au départ, il est invité à l'occasion du convent des Philalèthes, hein, donc c'est les Amis réunis, Savalette de l'Ange, etc., parce qu'il est un expert en maçonnerie, pour donc venir discuter avec d'autres experts qui viennent de toute l'Europe et qui sont invités par les Philalèthes, littéralement les amis ou les chercheurs de vérité. Mais Baudeux profite de ce voyage-là pour créer à Paris un noyau des Illuminati qu'on appelle les Philadelphes, littéralement ceux qui aiment leurs frères. C'est vraiment le thème de l'époque, Philadelphie. Il y a d'autres noyaux qui vont porter ce nom-là. Si on pense à la ville aussi de Philadelphie, première capitale de l'Amérique en Révolution, on est vraiment dans cette dimension forte, hein, de l'amour fraternel. Et Baudeux, à Paris, recrute Savalette de l'Ange. Moi, j'ai travaillé pour ce livre sur le journal de voyage de Baudeux, sur les correspondances, etc. Hein, il explique bien qu'il recrute Savalette de l'Ange et d'autres membres qui leur sont proches, mais qui sont proches de Savalette, mais il recrute aussi quelqu'un comme Rottier de Montalot, qu'on connaît ensuite comme restaurateur du Grand Orient, sous le directoire à le début du consulat. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important, hein. Ce ne sont pas du tout deux, trois membres égarés qui seraient à Paris. Il y a un noyau très réduit, mais très actif.
Voilà. Un autre membre des Illuminaten, Friedrich Münter, qui deviendra évêque luthérien, c'est un jeune étudiant, puis un grand savant, minéralogiste, etc. Il deviendra évêque luthérien de Copenhague. Donc, vous voyez, là, on n'est pas du tout dans le monde des Illuminaten catholiques, mais dans le pendant protestant, puisque l'Allemagne est à la fois catholique et protestante. Eh bien, lui va en Italie, va jusqu'à Naples, qui est une des plus grandes villes d'Europe à cette époque-là, installer eh bien, noyau également des Philadelphes, c'est intéressant, hein, le choix du même nom, hein, ça ne doit rien au hasard, bien évidemment, en Italie. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et puis, dernier point, moi j'ai travaillé à l'occasion de ce livre sur une implantation très largement méconnue, un projet d'implantation nourri depuis la Bavière jusque en Amérique. Jusqu'en Amérique, puisque on a un frère bavarois, Bader, qui suggère au marquis de Costanzo, Costanzo, marquis de Costanzo, qui est un Italien, mais vivant en Bavière, eh bien, de penser, réfléchir et mettre en œuvre un projet d'installation qui s'appelait Elyséeum, on voit le lien avec Élysée et Eleusis, en Amérique, dans l'espace, dans la région des Carolines, hein, beaucoup plus qu'un noyau, une véritable communauté Illuminaten avec ses propres règles, etc. Le territoire qu'elle achèterait, etc. Pour faire comme les pionniers euh, du, euh, euh, du début de l'Ouest américain, puisqu'on est vraiment venu de Nouvelle-Angleterre, les Carolines, et ensuite on franchit la zone des Appalaches, etc. Donc on est vraiment dans cette zone où on commence à s'orienter vers l'Ouest. Alors, ce n'est pas du tout le Far West, c'est le proche Ouest, là, et le Sud-Ouest, mais on veut se développer sur des terres pionnières avec des implantations, et on dit pourquoi pas. Et c'est intéressant de penser qu'à cette époque-là, la Révolution américaine n'est pas encore achevée, l'indépendance n'est pas encore gagnée, on n'est pas encore en 1783, et on se dit, après tout, si l'Angleterre gagne la guerre d'indépendance américaine contre les rebelles, peut-être qu'eux aussi seront bien contents d'avoir d'autres communautés qui s'implantent, qui développent la population et ces territoires, etc. Bien évidemment, il ne s'agit en aucun cas de les prévenir que ce sont les Illuminaten qui sont à l'origine du projet. On présente ça comme une société de gens bien nés, tout à fait moraux, qui veulent créer ça. Et donc, on a des lettres qui sont échangées avec des représentants de la Révolution américaine, Adam, Jefferson, autour de Benjamin Franklin, etc., pour solliciter cela. Bien évidemment, les autorités de la jeune Révolution américaine sont tout à fait favorables parce que c'est très fréquent, ce type d'implantation de communautés, notamment venues du monde germanique, c'est à ça que fait référence la lettre, simplement on leur dit qu'ils ne pourront pas déroger au droit commun, mais c'est tout. Donc, c'est tout à fait envisagé de manière extrêmement précise dans les échanges de correspondance que je restitue dans le livre. Alors, on imagine bien que si les détracteurs des Illuminaten l'avaient su en 1797, quand ils publient leurs deux livres, donc Preuve d'une conspiration pour Hobson, Proofs of a Conspiracy, et puis Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme de l'abbé Baruel, alors là, c'était le jackpot pour eux parce qu'ils auraient pu dire, regardez, avant même la Révolution française, avant même d'implanter les Illuminaten à Paris, eh bien, ils avaient déjà essayé de s'implanter en Amérique en pleine Révolution américaine. Donc ça, on aurait fait fantasmer tous les complotistes de la Terre, bien évidemment. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Et puis, dernier point, il y a aussi dans l'espace germanique même un centre particulièrement actif, donc pas dans le monde catholique cette fois, dans le monde protestant. Autour de Berlin, on a les Illuminés de Berlin, comme on va les appeler après. On les a souvent reliés en France avec Mirabeau, parce que Mirabeau est allé faire une mission à la fois d'enquête, d'études, peut-être d'espionnage, un peu tout ça. Donc, au changement de règne en 1786, à la mort de Frédéric II et à l'avènement de son successeur, il a approché de nombreux, membres des Illuminaten, dont
le libraire Friedrich Nicolai, libraire à l'époque, hein, quand on dit libraire imprimaire, ça veut dire éditeur, et c'est quelqu'un qui est très, très actif dans le monde des Lumières et qui fait dire, là aussi de manière assez moderne, aux complotistes qui vont dénoncer les Illuminaten par la suite, en fait, les Illuminés de Berlin, hein, donc ceux de Prusse, se sont emparés des canaux, des médias, des canaux de communication, des médias des Lumières, par la presse, par le contrôle de l'imprimerie, de l'édition, etc., pour que seule leur pensée, hein, se diffuse. Voilà. Et ça sera un élément qu'on va retrouver ensuite dans toutes les théories conspirationnistes jusqu'à aujourd'hui. Les médias dits mainstream sont phagocytés, contrôlés par le petit groupe de ceux qui nous dirigent. Et ça, c'est déjà écrit noir sur blanc à la fin du XVIIIe siècle, même avec des termes modernes, celui de propaganda en allemand et donc de propagande en français. Et bien évidemment, comme Mirabeau était là et que c'est l'un des principaux orateurs du début de la Révolution française, jusqu'à sa mort en 1791, pour eux, là aussi, la preuve est faite. CQFD. Les Français sont venus à Berlin, auprès des Illuminés de Berlin, se préparer à ce qui serait par la suite les idées de la Révolution, le chaos à la fois social, politique et religieux, etc. Donc voilà, c'est quelque chose de tout à fait caractéristique de cette extension, aussi bien dans l'ère protestante, en Italie, en France et en Amérique. C'est passionnant. Mais par contre, avant d'enclencher la quatrième question, on va prendre un court moment pour que je remercie certains YouTube frères. Et là, j'ai mon chat qui vient de rentrer. Ah oui. En effet, dans ma précédente vidéo, je vous annonçais avoir activé le fait de pouvoir faire des dons sur la chaîne en cliquant en bas de la vidéo sur le cœur avec marqué « Merci ». Je vous disais que vous pouvez faire un don de 2, 5 ou 10 euros et que ça vous donnerait une animation spéciale, que votre commentaire s'afficherait aussi en couleur. Je vous disais aussi que vous pouvez faire cela pour m'encourager à continuer de faire des vidéos de qualité, ainsi que de me soutenir dans l'achat de matériel et d'ouvrages pour améliorer le savoir que je vous transmets. Et qu'il y avait aussi un grade secret de don. Je disais ainsi qu'en faisant un don de 50 euros en cliquant sur « Merci », ce qui est énorme, j'allais peindre une étoile avec ton prénom dans le ciel étoilé que j'ai réalisé derrière moi. Et contrairement à ce que je pensais, vous avez été pas mal à le faire. Merci. On va donc reprendre la vidéo, mais à la fin, vous verrez les étoiles que je vais réaliser, les soutiens qui seront donc à jamais immortalisés dans la loge du grenier. Oh, avec l'écho, c'est génial. On se retrouve à la fin de la vidéo et merci pendant ce temps-là, toi aussi, d'avoir fait un don ou de continuer à faire des dons en cliquant sur « Merci ». Allez, on prend quatrième question. Un des grands propagateurs des théories complotistes, et souvent sans que les gens en aient conscience, c'est un abbé, l'abbé Barruel. Est-ce que vous pouvez nous en parler, et notamment de son influence sur l'imaginaire collectif? Alors, maintenant, qui sont les propagateurs de ces théories complotistes donc précoces, hein, dès la fin du XVIIIe siècle, et qui transforment les Illuminaten en Illuminati ou en Illuminés Bavière. Alors, comme je l'ai dit, il y a d'une part un ancien jésuite qui en veut énormément, bien évidemment, aux Illuminaten en disant qu'ils font partie de ceux qui ont tué l'ordre des jésuites. En réalité, il sera reconstitué après la Restauration en France, hein, mais donc il y a vraiment une volonté de revanche personnelle, hein, donc Augustin Barruel. Et puis, de l'autre côté, on a un savant écossais tout à fait respecté. Il est professeur d'histoire naturelle à Édimbourg, il est membre de la Royal Society d'Édimbourg, donc l'Académie des sciences d'Édimbourg, il est même son secrétaire. C'est quelqu'un qui a une notoriété très importante. Et d'ailleurs, je montre dans le livre, en étudiant des correspondances qui se trouvent à Yale, aujourd'hui, dans le Connecticut, à l'université de Yale, qu'il a réussi, et Barruel fait exactement la même chose, à mobiliser des dizaines et des dizaines d'informateurs, de contributeurs, y compris des savants, qui vont s'informer sur ce qui se passe en Allemagne pour nourrir leurs ouvrages. Donc, il faut bien imaginer que ce ne sont pas deux types totalement isolés qui auraient d'un seul coup eu la révélation, la conspiration des Illuminaten. Non, non, c'est des gens qui, par leur surface institutionnelle, sociale, culturelle, savante, hein, réussissent à obtenir le concours de très nombreuses personnes très respectables. Hein. Je prends l'exemple
de Deluc, qui est un savant genevois en Angleterre, qui va souvent en Allemagne, à Hanovre, et qui passe des mois et des mois à nourrir l'abbé Baruel d'informations qui viennent directement d'Allemagne, parce que Baruel ne connaît pas l'allemand. Et pour Robison, qui lui est un bon protestant, eh ben, c'est le chassé-croisé inverse. On a des catholiques écossais qui se trouvent être membres d'un monastère en Bavière qui lui donnent énormément d'informations. Donc il y a une sorte d'international ici, donc vous voyez, des complotistes, des conspirationnistes, et avec parfois des rencontres un peu étonnantes, puisque là, une sorte de chassé-croisé. Hein. On a des protestants qui informent un ex-jésuite catholique, et des catholiques, des moines catholiques qui informent eh bien, un savant écossais protestant. Hein, l'objectif pour eux, c'est de montrer les preuves de l'existence de cette conspiration. Et Robison, de ce point de vue-là, a fait très fort avec son titre « Proof of a Conspiracy », hein, preuve d'une conspiration. Baruel, lui, c'est beaucoup plus ample, c'est 4 volumes entre 1797 et 498, mais qui sont en permanence mis à jour, etc. Et il y a un vrai enjeu éditorial, puisque chacun veut ici marquer le coup, publier avant l'autre, etc. Robison a des problèmes de santé, du coup Baruel réussit à lui griller la priorité et à publier ses premiers volumes, les 2 premiers volumes, avant lui. Mais dans les 2 cas, c'est très important, il y a un battage médiatique dans la presse autour extrêmement important. 5e question. À vous entendre, on pourrait penser qu'il y a des sortes de vagues conspirationnistes sur les Illuminati. Et si c'est le cas, est-ce qu'on pourrait lister les principales périodes selon les pays? Alors, à partir de là, est-ce qu'on peut tout simplement parler de vagues conspirationnistes sur les Illuminati? La réponse est oui. Il y a donc un point de départ. Si on est du point de vue historique, et donc on revient aux Illuminati, on dirait que c'est l'interdiction de 1785, mais quand on bascule sur le conspirationnisme, on est dans les années 1790, comme j'ai dit tout à l'heure, entre le printemps et l'automne 1797 avec Baruel et Robison. Et ça correspond là à un moment donné où toute l'Europe est en guerre, les Britanniques et la France révolutionnaire s'affrontent, et bien évidemment, le contexte politique, stratégique, géopolitique, c'est comme aujourd'hui, influence énormément les représentations politiques, la défiance par rapport aux autorités, etc. Et il faut savoir, ce qu'on oublie souvent en France, c'est qu'il y a dans les îles britanniques, et pas seulement en Irlande, où on attend un débarquement français avec impatience, il y a de très nombreux soutiens de l'expérience révolutionnaire française. Les Écossais, mais aussi les Britanniques, etc., qui forment ce qu'on appelle des sociétés de lecture, des sociétés de correspondance, qui sont des sociétés qu'on appelle radicales et qui, bien évidemment, lisent bien les textes produits par le Club des Jacobins, etc., etc. Hein, et, de nombreux textes sur les avancées politiques, économiques et sociales que connaît la France révolutionnaire de cette époque-là. Et ça, bien évidemment, ça inquiète énormément les autorités, une sorte de 5e colonne, de subversion, etc. Imaginez aussi que Catherine II de Russie, qui termine son règne en 1796, donc juste avant, appelait la Pologne la jacobinière. Donc, il ne faut pas du tout imaginer que le jacobinisme serait limité à la France. Dans cette perspective-là, c'est un phénomène global qui embrasse tout l'espace des révolutions et qui est extrêmement dangereux. Et si en plus vous arrivez à mettre en évidence que derrière ça, on a des ordres secrets, des mouvances secrètes, des noyaux secrets qui sont à la manœuvre, non seulement vous avez vos premières théories de la conspiration, ce que les anglophones appellent theory of conspiracy ou conspiracy theories, mais vous avez une sorte d'explication clé en main de l'incompréhensible pour les contemporains. Les feux des révolutions s'allument partout. En réalité, c'est coordonné. C'est coordonné par des sociétés secrètes qui les préparent les uns après les autres. Donc ça, c'est la première vague. Mais on arrive très vite à une deuxième vague. On arrive vite à une deuxième vague parce que très, très vite, les ouvrages de Baruel et Robison sont diffusés. Je prends l'exemple de Robison. Quand on commence à discuter au Parlement britannique d'une première loi contre ces sociétés radicales dont je parlais il y a un instant, en 1797, puis d'une deuxième en 1799,
on utilise comme argument quoi? Le livre de Robison qu'on brandit aux communes, Proofs of a Conspiracy, preuve d'une conspiration. C'est bien la preuve qu'il faut que les autorités, et notamment le gouvernement de Pitt, eh bien, interviennent. Et on a quelques-unes des dispositions que j'étudie dans le livre de ces lois qui seront valables en Angleterre jusqu'en 1967. Il ne faut pas du tout imaginer que c'est quelque chose de temporaire. La preuve aussi, c'est que quand il y aura la politique de Tony Blair, du New Labour, d'intervention avec les États-Unis dans la guerre du Golfe, dans la deuxième guerre du Golfe, eh bien, quelqu'un comme Jack Straw, qui est Home Secretary, le ministre de l'Intérieur britannique, est quelqu'un qui veut ressortir ces vieilles lois, tout simplement pour pousser les francs-maçons à déclarer leur identité, les loges à se déclarer, etc., et mettre en garde contre tout ce qui pourrait être société secrète qui tramerait encore des choses contre les intérêts du pays. Donc, ça a marqué l'imaginaire politique britannique, mais aussi outre-Atlantique, parce en quelques semaines, les navires du XVIIIe siècle franchissent donc l'Atlantique en débarquant en Nouvelle-Angleterre, les premiers exemplaires de Barruel, de Robison, qui sont ensuite très vite soit contrefaits, soit édités en Nouvelle-Angleterre et qui sont très largement connus, au point qu'on a un pasteur, par exemple, dont je présente les lettres, d'origine allemande, qui vit aux États-Unis, qui écrit à Washington, très âgé à ce moment-là, qui est à la fin de sa vie, qui est sorti de son dernier mandat, pour lui dire « Mais les Illuminati sont là, il faut absolument réagir parce que sinon, ça va être la catastrophe. » Et comme Washington a la courtoisie de lui répondre, tout en le rassurant en disant « Non, non, les Illuminati ne sont pas là, etc. Il n'y en a pas en Amérique, bien évidemment. » Eh bien, il a remis une pièce dans le jukebox et c'est reparti avec toute une série d'échanges de la part de ce pasteur protestant, Snyder, qui essaye de convaincre l'ancien président que la situation est absolument dramatique. Et il ne faudrait pas croire qu'il est totalement isolé parce que ça, c'est quelque chose de très caractéristique de cette époque-là. La presse américaine est déjà très polarisée. Ce n'est pas démocrate versus républicain comme aujourd'hui. On a à la fois les fédéralistes, qui sont conservateurs sur le plan politique, social, culturel et religieux, et on a les républicains démocrates, qui n'ont pas encore éclaté, dans les deux partis qu'on connaît aujourd'hui. Et la presse fédéraliste et les mouvements fédéralistes sont très sensibles à ce qui vient d'Europe en termes de menaces des Illuminati sur l'ordre social, religieux surtout, donc qui devrait être celui de la Nouvelle-Angleterre. Sixième question, on va revenir peut-être sur un point plus en détail, parce que j'adore les anecdotes. Qu'est-ce qui s'est passé en 1800 et en 1826 aux États-Unis? Alors, ça m'amène effectivement à évoquer dans le livre à plusieurs reprises les États-Unis, notamment l'élection présidentielle de 1800 et de faire le parallèle avec la réélection manquée de Donald Trump. Pour une raison très simple, c'est là aussi on voit l'ampleur du phénomène des Illuminati dans la pensée politique américaine et jusqu'à aujourd'hui, dans les représentations conspirationnistes aux États-Unis, parce que en 1798, donc quelques semaines après la parution de Barruel et Robison, on les lit, comme je viens de le dire, massivement en Nouvelle-Angleterre, et ceux qui les lisent sont notamment des pasteurs qu'on appelle congrégationalistes, et qui sont des pasteurs conservateurs, très proches du président fédéraliste de cette époque-là, Adams. Et en fait, ils veulent absolument que leur candidat, Adams, soit réélu en 1800 face à quelqu'un qu'ils détestent absolument. Et celui qu'ils détestent absolument, c'est Thomas Jefferson, que nous, on connaît bien parce que Thomas Jefferson, c'est à la fois celui qui a succédé à Benjamin Franklin comme représentant de la Révolution américaine à Paris
D'une part, c'est un des pères fondateurs, des signataires de la Déclaration d'indépendance. Il sera aussi président par la suite. Et c'est quelqu'un qui, pendant longtemps, a essayé d'expliquer aux Américains en quoi la Révolution française, même lorsqu'elle se radicalisait, était légitime. Parce que nous, on pense toujours à Lafayette, l'Alliance franco-américaine, etc. On oublie que pendant les guerres de la Révolution, parce qu'il y avait de nombreuses interceptions de navires dans l'Atlantique par des corsaires français, etc., les relations se sont très vite tendues entre les jeunes États-Unis et la France, au point que il y a aux États-Unis ce qu'on appelle la période de la quasi-war, la quasi-guerre, entre les deux anciens alliés. Et que bien évidemment, tout ce qui vient de France, cette France révolutionnaire, notamment quand elle s'est radicalisée avec et après la terreur, eh bien, tout ça est brandi par les pasteurs que j'évoquais tout à l'heure comme une menace, hein, donc pour la jeune nation américaine. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, en fait, vous avez des gens comme les frères Dwight, j'en prends de nombreux exemples dans le livre. L'un est un pasteur tout à fait reconnu dans sa communauté. L'autre est président de Yale, donc l'une des plus grandes universités américaines, le collège de Yale à cette époque-là, et où on forme les élites américaines. Et les deux vont dire, si vous cherchez la preuve que les élections risquent d'être truquées, et vous comprenez le lien avec Trump 220 ans plus tard, d'être truquées, d'être détournées, d'être manipulées au profit du mouvement révolutionnaire franco-européen, si vous voulez, du jacobinisme ambiant, c'est parce que si on doit apporter la preuve de la présence des Illuminati en Amérique, il faut les chercher auprès de Jefferson et des siens. C'est-à-dire que là, on pointe du doigt Jefferson et on dit « Cherchez l'ennemi, c'est lui ». Et ses positions passées pro-révolutionnaires prouvent que le danger est là. Et ça se déploie entre 1798, au milieu du premier mandat, jusqu'aux élections de 1800. C'est très, très tendu. La presse, de part et d'autre, attaque. La presse pro-Jefferson, un periodique qui s'appelle Aurora, dit « Mais attendez, si vous parlez des Illuminati, est-ce que c'est peut-être pas vous, en fait, les vrais Illuminati ?» Bref, ensuite, c'est une sorte de poker menteur, c'est une sorte de patate chaude qu'on se refile. Et à l'arrivée, eh bien, Adams est battu pour le deuxième mandat et c'est Jefferson qui l'emporte. Mais pour les fédéralistes qui ont perdu les élections, il en restera toujours quelque chose. Nous nous sommes fait voler les élections, non seulement par Jefferson et les siens, mais par ceux qui sont là en train d'instiller des pensées venues de l'étranger, des pensées révolutionnaires, jacobines, etc., venues de la partie européenne de l'Atlantique. Et ça, cette petite musique-là, elle va de manière récurrente au cours du 19e siècle réapparaître. Et pour vous imaginer, dès que les conditions seront favorables, et pour que vous imaginiez bien à quel point c'est sensible, dans certaines versions, Washington n'est pas mort de sa belle mort, il a été assassiné et c'est Weishaupt qui a pris sa place. Ça peut paraître totalement délirant, c'est très présent. Et ce n'est pas un hasard si, en 2020, donc, on a refait le parallèle avec l'élection de 1800. Est-ce que ce ne sont pas des menées secrètes, les Illuminati et les autres, qui ne sont pas à nouveau à l'œuvre pour empêcher le bon président, Trump comme précédemment John Adams, de être réélu? Donc ça, c'est tout à fait important. Et vous avez même un film alors, qui est totalement surréaliste, hein, c'est un film d'animation où Donald Trump est un clone chinois. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai subi quand même le visionnage du film 2 fois dans l'espace et il lutte contre les Illuminati.
qui désormais colonisent l'espace. Et ce film s'appelle Donald Trump versus the Illuminati. Donc, il y a toute une presse extrêmement importante, mais aussi la fiction. Là, c'est le film. Je pourrais vous parler du roman. Le premier roman gothique, même plutôt la première nouvelle gothique américaine de 1800, fait référence à un personnage qui est un baron Illuminati qui voudrait convertir la jeune héroïne. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et même lorsque les milieux, dans les années 1960, les milieux contestataires, etc., s'emparent des Illuminati pour tourner en ridicule la dimension conspirationniste, etc., de certains milieux ultra-conservateurs, eux-mêmes se rendent bien compte que on fait le buzz avec un sujet pareil. On peut faire 1, 2, 3 romans quand on voulait faire un roman satirique au départ et de véritables séries après. Donc, ça a vraiment un très, 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 très grand succès. Et j'essaie de voir aussi comment après, des supports de création contemporains, ça peut être le rap, ça peut être Hollywood, ça peut être de très nombreuses références à des artistes, y compris femmes américaines qui font référence à Princess of Illuminati, Princesse des Illuminati, etc. Tout le marketing, merchandising qui va avec fait que finalement, la référence aux Illuminati est extrêmement présente dans l'imaginaire américain et aujourd'hui mondial. Il suffit d'aller sur Amazon et vous pouvez acheter mugs, t-shirts, etc. Et jusque dans une symbolique absolument évidente pour les tenants des thèses conspirationnistes, qui est celle aussi bien de la Statue de la Liberté, qui serait un des cadeaux offerts par les Illuminati, un cadeau bien évidemment empoisonné, nouveau cheval de Troie, offert par une autre révolution, la Troisième République française, tout simplement, à la nation américaine pour mieux l'enchaîner. Voilà. Donc, ça peut être aussi bien ça que, bien évidemment, le billet de 1 dollar américain où on va vous dire que 1776 dessus, ça n'est pas l'année tout simplement de la déclaration d'indépendance américaine, le 14 juillet 1776, c'est bien plutôt l'année de fondation des Illuminati par Weishaupt. Et bien évidemment, et toute une interprétation aussi de l'œil de la Providence, de la pyramide d'Inachlet, etc., bien loin de la chouette de Minerve, bien évidemment, mais très présente. Et j'essaie de montrer qu'on trouve tout cela jusque dans les séries américaines aussi les plus récentes, alors celles dérivées des œuvres de Dan Brown, bien sûr, mais aussi House of Cards, etc., avec d'autres exemples. Enfin, dernière question, et on aurait des dizaines à poser encore, mais je laisse le soin aux spectateurs d'acheter le livre pour le découvrir. Qu'est-ce que ça révèle de nous tous, en fait? Pourquoi cherche-t-on des coupables d'un plan secret? Alors, effectivement, le dernier point, c'est que mon choix dans ce livre, c'est un choix d'écriture, c'est justement de ne pas faire simplement l'écriture des 10-15 premières années, il fallait la fondation historique, le fondement historique, mais de faire aussi l'histoire du mythe, et d'aller donc, je vous dis, jusqu'au rap du 21e siècle et jusqu'à Rihanna, Princess of the Illuminati. Parce que faire l'histoire des Illuminati et des Illuminati, pour moi, c'est à la fois faire l'histoire de la généalogie de la conspiration qui expliquerait tout, la matrice originelle du complotisme contemporain, sans arrêt réactivé jusqu'à aujourd'hui compris, pour expliquer la chute de l'Empire soviétique, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, etc. Et donc, c'est aussi faire l'histoire de nos peurs anciennes et de nos peurs à travers les âges. Parce que vous verrez en lisant le livre que, par exemple, un simple courrier des lecteurs adressé à Baruel, certains pensent qu'il est faux, que Baruel l'a inventé lui-même. Moi, je suis allé travailler dans la correspondance de Baruel aux archives jésuites à Vanves, et je pense qu'en réalité, il est tout aussi probable que ce soit un original, dont il a fait lui-même plusieurs copies, commentaires, etc., etc. Une lettre signée Simonini, et un simple courrier des lecteurs qui dit à Baruel: Maître, votre livre est passionnant, donc mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme, mais vous oubliez les Juifs. Les Illuminati ne seraient pas ce qu'ils sont sans les Juifs.
eh bien, ce simple courrier de lecteur va avoir un succès phénoménal, jusqu'à aujourd'hui compris sur la toile, etc., en passant par toutes les conspirations, les thèses de conspiration du 19e siècle, pour expliquer qu'en réalité, les Illuminati ne fonctionnent pas sans leur rencontre avec l'un des premiers membres de la dynastie Rothschild à Francfort-sur-le-Main, etc., etc., et toute une généalogie totalement délirante de la conspiration qui nous amène jusqu'aux guerres mondiales et au-delà. Et donc, c'est pour ça que je fais aussi ce récit-là, l'histoire de nos peurs à travers les âges, depuis cette matrice initiale. Et bien évidemment, dans ces thèses-là, vous allez dire, mais dès la fin du XVIIIe siècle, que si Nicolai à Berlin, Weishaupt en Autriche sont si hostiles aux jésuites, c'est précisément qu'en réalité, ils sont eux-mêmes des juifs, et des juifs cachés. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie de lire le livre. Voilà, merci à Pierre-Yves Beaurepaire pour tout ce qu'il nous a appris aujourd'hui. Merci aux administrateurs du Discord Masonica pour nous avoir accueillis pour la conférence et pour leur persévérance face au SAV claqué au sol du plugin Craig. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui portera sur Lucifer et la franc-maçonnerie. Mais en attendant, pendant que tu fais ton don en cliquant sur merci, on va faire... Oui ? On va faire un peu de peinture. Tu viens avec moi, Griffouille? Comment va-t-on faire ces étoiles? Alors, 47e proposition d'Euclide. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that I can.
Ça va, mon chat? Est-ce qu'on entend bien le ronronnement du matou? Bon, oui. Ah oui, pendant ce temps-là, tu peux cliquer sur merci, hein, bien sûr. Moi, je caresse mon chat.